bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction aux sociétés secrètes. Bienvenue dans ce voyage d'exploration à travers l'univers mystérieux des sociétés secrètes. Ces organisations qui suscitent tant de curiosité et d'interrogation ont traversé les siècles en tissant un réseau complexe d'influences souvent cachées. Dès l'Antiquité, des groupes exclusifs se sont formés, échappant au regard des puissants et du grand public, pour mieux se consacrer à leurs idéaux et leurs projets. Ce récit ambitionne de lever un voile sur ces communautés dont l'histoire est aussi riche que secrète. Les sociétés secrètes occupent une place singulière dans le récit humain. Elles se présentent parfois comme des cercles d'initiés unis par des valeurs, des rites ou des connaissances que l'on ne divulgue qu'à ceux qui en sont dignes. Au fil du temps, certaines ont acquis une réputation énigmatique, tandis que d'autres se sont effacées dans l'ombre. Parmi elles, les Illuminati et les francs-maçons figurent en tête des plus célèbres, étudiés et décryptés par des générations d'historiens, d'enquêteurs et de passionnés. Les Illuminati, fondés au XVIIIe siècle en Bavière, ont émergé dans un contexte de contestation intellectuelle et sociale, prônant la raison et l'émancipation face aux dogmes établis. Leur véritable portée reste parfois floue, alimentant des théories selon lesquelles ils auraient influencé des événements majeurs à travers l'Europe et au-delà. Leur mode de fonctionnement, basé sur des grades et des initiations, reflète un système strict et organisé, où chaque membre devait progresser dans la maîtrise des savoirs secrets. Les francs-maçons, plus anciens, remontent à plusieurs siècles et s'inscrivent dans une tradition liée aux corporations de métiers, notamment celle des tailleurs de pierre. Cette organisation, qui a évolué jusqu'à devenir internationale, mêle symbolisme, éthique et solidarité. Les loges maçonniques ont souvent été au cœur de débats politiques et culturels, provoquant admiration et méfiance à travers les époques. Leur influence sur l'art, la philosophie et même certaines révolutions historiques est scrutée avec attention. Au-delà de ces deux groupes, d'autres sociétés occultes ont marqué l'histoire, chacune avec ses propres symboles et objectifs. Certaines se consacrent à l'étude des sciences ésotériques, d'autres à la quête spirituelle ou à des expérimentations intellectuelles. Leur discrétion et leur ritualisme nourrissent un imaginaire populaire foisonnant, focalisant l'attention sur des possibles pouvoirs cachés et des alliances secrètes qui auraient guidé le cours des événements historiques. La fascination pour ces sociétés tient également à l'ambiguïté qui les entoure. À la fois réelle et mythifiée, comptant des membres connus et des anonymes, elles incarnent une notion de pouvoir parallèle. Ce pouvoir ne se calcule pas toujours à travers des chiffres ou des législations claires, mais plutôt par une influence diffuse qui traverse les sphères politiques, économiques et culturelles. Des documents historiques aux récits contemporains, la trame complexe qu'elles tissent invite à une écoute attentive de ce que recèle leur mystère. Comprendre ces sociétés secrètes demande donc une approche à la fois rigoureuse et ouverte. Il s'agit de démêler le vrai du faux, de situer leurs actes dans un cadre historique précis, tout en acceptant que leur essence même repose sur le secret et la discrétion. Certains chercheurs considèrent que ces groupes ont été des moteurs de progrès, d'autres les voient comme des instruments de manipulation. La vérité est souvent multiple, reflétant les diverses perspectives et les évolutions des époques. La place des sociétés secrètes dans notre imaginaire collectif est aussi nourrie par des œuvres littéraires, des films et des conspirations diverses. Ces représentations amplifient certains traits, créant un folklore moderne autour de leurs symboles et rituels. Loin de se limiter à des inventions imaginatives, elles s'appuient néanmoins sur des faits historiques avérés, invitant ainsi à une investigation plus approfondie et critique.
La frontière entre légende et réalité est souvent ténue. C'est pourquoi chaque détail mérite d'être examiné avec prudence. Au fil des siècles, certaines personnalités ont marqué ces sociétés, que ce soit par leur engagement ou par leur influence. Des penseurs éclairés, des hommes politiques ou des artistes ont parfois été membres, ce qui contribue à la richesse de leur histoire. Leur participation a permis d'orienter certaines lignes de pensée et d'action, que l'on peut retrouver dans des mouvements sociaux ou des changements culturels majeurs. Les hommes d'État, comme certains philosophes des Lumières, ont ainsi côtoyé ces cercles dans des contextes variés. Il est important également de mentionner que la nature secrète de ces sociétés ne signifie pas nécessairement des intentions obscures. Leurs règles de confidentialité protègent parfois simplement le libre exercice de leurs idées et la progression de leurs membres dans une discipline spécifique. Pourtant, cette confidentialité a souvent nourri des soupçons, allant jusqu'à des accusations de complots mondiaux ou de contrôles occultes. Ces interprétations méritent un examen attentif pour distinguer faits et spéculations. Dans cet univers, les symboles jouent un rôle central. Ils servent à transmettre un savoir codé, accessible uniquement aux initiés. Que ce soit l'œil qui voit tout, la clé mystérieuse ou le compas, ces marques ont une signification particulière, indiquant parfois une position, un degré ou une valeur morale. Cette symbolique, riche et souvent ambivalente, invite à un véritable travail d'interprétation qui dépasse le simple aspect décoratif. Elle est un langage propre à ces sociétés, orienté vers une compréhension intérieure et collective. La transmission des connaissances au sein de ces groupes obéit à des rituels spécifiques. Ces cérémonies solennelles sont conçues pour marquer le passage à un nouveau niveau d'initiation et sont souvent empreintes de références historiques et spirituelles. Elles renforcent le lien entre les membres et consolident l'identité du groupe. La répétition de rituels anciens assure la continuité d'une tradition qui se veut intemporelle et résistante aux aléas des époques et des régimes politiques. Par ailleurs, il convient d'évoquer l'impact que certaines sociétés secrètes ont eu sur les événements historiques majeurs. Certaines révolutions, réformes ou même découvertes scientifiques trouvent partiellement leur origine dans ces milieux. Cela souligne à quel point leur influence peut être profonde, bien que difficile à tracer de manière évidente. À travers l'analyse des archives et témoignages, il est possible d'entrevoir la portée réelle de ces groupes dans la genèse de certains changements. Mais, au-delà des faits historiques, la perception actuelle des sociétés secrètes oscille entre fascination et défiance. Elles restent des espaces à la fois attirants, fascinants par leur mystère et inquiétants à cause de leur opacité. Ce paradoxe alimente un imaginaire autour de forces occultes qui auraient un impact sur les grandes décisions du monde contemporain, mais aussi sur notre quotidien. Cette dimension mystique continue de captiver un large public, ouvrant la voie à de nombreuses interprétations. Enfin, aborder le sujet des sociétés secrètes sans recourir aux clichés requiert une lecture méthodique et calme. Il s'agit d'adopter une posture d'observateur attentif, prêt à s'informer sans jugement hâtif. Le charme et le mystère de ces organisations résident dans leur complexité, dans ce jeu constant entre dévoilement et ignorance. En acceptant cette dualité, on peut mieux comprendre pourquoi ces groupes ont traversé les âges, tout en préparant l'esprit à une découverte plus approfondie de leurs particularités spécifiques. Alors que nous avons posé ensemble ce premier jalon de compréhension, il sera maintenant possible d'aborder plus en détail les origines, les structures et les influences spécifiques des Illuminati, des francs-maçons et d'autres sociétés occultes. Notre voyage dans ce monde secret ne fait que commencer, avec la promesse d'une exploration fascinante et éclairante. La prochaine étape nous conduira à sonder plus précisément les racines de ces communautés et la façon dont elles se sont développées à travers le temps. Les origines des Illuminati, les rituels et symboles
des Illuminati. Le rite d'initiation était particulièrement précis. Il commençait par une phase de préparation où le candidat devait prêter serment de discrétion absolue et de fidélité à la cause. Ce serment s'accompagnait de gestes symboliques tels que le poignard posé sur le cœur, exprimant la sincérité, et la lumière allumée à côté, représentant la quête de vérité. La cérémonie était orchestrée dans un lieu sombre, volontairement isolé, afin de plonger les participants dans une ambiance de recueillement et d'introspection. Chaque détail du cadre et des actions avait pour but d'amener le candidat à un état mental propice à l'absorption des enseignements. Les symboles utilisés par les Illuminati dépassaient le simple décor. Le plus célèbre d'entre eux, l'œil qui voit tout, également nommé l'œil de la Providence, est un triangle rayonnant entourant un œil humain. Ce signe figurait dans leur iconographie pour signifier la vigilance permanente face à l'ignorance et la surveillance accrue de la conscience. Il évoquait l'idée que nul ne pouvait échapper à la lumière de la connaissance, stimulant ainsi la responsabilité individuelle. Ce symbole fut plus tard repris dans divers contextes, ce qui contribua à la légende entourant les Illuminati. Outre ce symbole, des figures géométriques comme le pentagramme et le compas étaient fréquemment employées. Le pentagramme, à 5 branches, remonte à des traditions anciennes et symbolise l'équilibre entre les éléments naturels et spirituels. Le compas, instrument des bâtisseurs, représentait la rigueur et la justesse, qualités que les membres cherchaient à cultiver dans leur vie personnelle et collective. L'association de ces symboles traduisait une philosophie où la raison et l'harmonie étaient au cœur de l'existence humaine. Les rituels comportaient aussi des lectures spécifiques, tirées de textes philosophico-politiques, souvent rédigés par les fondateurs ou les grands penseurs des Lumières. Ces lectures n'étaient pas seulement décoratives, mais permettaient d'inscrire chaque séance dans une continuité intellectuelle. Elles servaient à renforcer l'identité du groupe et à rappeler sans cesse les objectifs élevés qu'ils poursuivaient. Prière et méditation accompagnaient souvent ces lectures, dans un climat de respect et d'attention, stimulant la réflexion personnelle. La progression à l'intérieur de la société se faisait par degrés. Chaque degré impliquait un nouveau rite, plus complexe et plus symbolique. Cette organisation hiérarchique, semblable à celle des francs-maçons, favorisait une montée progressive dans la connaissance et la responsabilité. Les membres devaient ainsi passer par une transformation intérieure, assortie d'un renforcement des devoirs communautaires. Cette structure garantissait que seuls ceux qui partageaient vraiment les valeurs poursuivies pouvaient accéder au niveau supérieur, assurant une certaine cohésion et secret autour des informations sensibles. Les objets utilisés lors des rituels n'étaient pas choisis au hasard. Le parchemin portant les règles secrètes, le gobelet symbolique ou encore le coffret contenant les textes de référence étaient traités avec un grand soin. Ces artefacts étaient conçus pour rappeler l'histoire du groupe, sa mission et ses fondements. Leur manipulation obéissait à un protocole strict afin de souligner le respect envers le savoir et le serment prêté. Ils incarnaient la permanence et la transmission d'un savoir ésotérique, mis à l'abri des regards inattentifs. Le lieu même des cérémonies ajoutait à leur poids symbolique. Des pièces aménagées avec des rideaux épais, des lumières tamisées et des ornements précis composaient un univers à part. La disposition des meubles, la présence de chandelles ou de statues choisies avec soin contribuait à créer une atmosphère propice à la concentration. L'intention était d'isoler les esprits des bruits extérieurs afin de favoriser une immersion totale. Ces espaces sacrés permettaient ainsi de changer l'état d'esprit des participants, nécessaire pour franchir les étapes initiatiques. Une autre dimension importante se trouvait dans les mots de passe et signes de reconnaissance employés par les membres. Ces éléments codés fonctionnaient comme un outil pour assurer la confidentialité et l'appartenance. Chaque mot ou geste
portait un sens précis, connu uniquement des initiés. Ce système facilita les échanges discrets lors des rencontres dans diverses villes et permit de repérer rapidement un compagnon de route dans un milieu souvent hostile. De ce fait, ces symboles de reconnaissance jouaient un rôle essentiel dans la survie et la transmission des savoirs occultes. Ces pratiques, bien que modestes en apparence, contribuèrent à forger une identité collective unique. En tissant ensemble des rituels, signes et symboles, les Illuminati bâtirent un monde intérieur cohérent qui renforçait l'engagement des membres. Ce système fonctionnait autant comme une école de discipline que comme une communauté secrète. Par leur portée symbolique, ces éléments perdurent dans la mémoire historique et influencent encore aujourd'hui la manière dont on perçoit cette société mystérieuse. Chaque détail compte pour comprendre leur fonctionnement et leur influence. En résumé, les rites et symboles associés aux Illuminati reflètent une volonté profonde d'élever la condition humaine par le savoir et l'éthique. Leur nature pragmatique et rationnelle tranche avec les idées reçues souvent teintées de fantaisie. Ils visaient à unir des individus autour d'idéaux élevés, utilisant symboles anciens et gestes précis pour traduire un message permanent. L'étude de ces éléments éclaire la fonction véritable de cette société, loin de la simple élaboration de mythes. Cette compréhension pose les bases pour mieux aborder les liens avec d'autres groupes occultes. Nous allons maintenant explorer comment certaines de ces pratiques trouvent des échos chez les francs-maçons et quelles similitudes ou différences se manifestent entre ces deux influences majeures. L'émergence de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie trouve ses racines dans les guildes médiévales de tailleurs de pierre, encore appelées francs-maçons, qui construisaient les cathédrales et les grandes œuvres architecturales de l'Europe. Dès le Moyen Âge, ces artisans formaient des associations strictement organisées, liées par des secrets professionnels et des rites initiatiques uniques. Leur savoir-faire était jalousement protégé, ce qui a contribué à créer une aura mystérieuse autour de leur confrérie. La transition de ces corporations à une organisation philosophique et spirituelle s'est opérée lentement, mais avec constance, à partir du XVIe siècle. Au cours de la Renaissance, l'intérêt pour l'ésotérisme, l'alchimie et les sciences occultes a favorisé l'évolution des francs-maçons vers une structure plus symbolique. Leur ordre inclut alors des éléments empruntés à diverses traditions spirituelles, ainsi que des principes moraux universels centrés sur la recherche de la vérité et l'amélioration de l'humanité. Le 23e degré du rite écossais ancien et accepté, par exemple, illustre parfaitement cette ambition de connaissance et de maîtrise de soi. La franc-maçonnerie devient ainsi une sorte de laboratoire philosophique où se mêlent l'éthique, la spiritualité et la fraternité. Au XVIIe siècle, la franc-maçonnerie s'organise en loges de plus en plus formelles à Londres et à Édimbourg. Ces assemblées locales réunissent non seulement des artisans, mais également des intellectuels, des aristocrates et des membres de la bourgeoisie montante, attirés par les discussions sur la liberté, l'égalité et la raison. La Grande Loge de Londres, fondée en 1701, marque une étape décisive dans l'unification des différentes loges et la standardisation des rituels. C'est aussi à cette époque que la franc-maçonnerie commence à influencer les idées politiques et sociales qui agitent l'Europe. Contrairement à une idée reçue, la franc-maçonnerie ne relève pas d'un complot secret à ses débuts, mais d'un mouvement philosophique ouvert. Toutefois, l'opacité des cérémonies et la discrétion exigée des initiés ont alimenté les suspicions. Cette réalité a été exploitée pour nourrir des légendes urbaines et des théories conspirationnistes, souvent sans preuves historiques solides. Dans le même temps, la franc-maçonnerie développe des liens complexes avec d'autres cercles occultes, partageant certains symboles et une certaine vision du progrès spirituel. Les Illuminati, fondés en 1786 en Bavière par Adam Weishaupt, apparaissent en effet un siècle après la consolidation des loges maçonniques.
Leur objectif était différent, bien qu'en partie inspiré par les idéaux des francs-maçons. Les Illuminati se présentaient comme une société secrète visant à promouvoir la raison, la science et la laïcité, souvent en opposition au pouvoir traditionnel et religieux. Leur organisation était plus politique et plus clandestine, ce qui explique la confusion persistante entre les deux ordres. Certains membres étaient francs-maçons, ce qui a renforcé les liens conceptuels malgré des différences marquées. Le XVIIIe siècle représente pour la franc-maçonnerie une période d'expansion et de diversification. Des loges apparaissent dans toute l'Europe, mais également en Amérique, apportant des variantes régionales des rituels et des enseignements. La franc-maçonnerie devient un espace de dialogue entre différentes cultures et classes sociales, souvent en avance sur les idées progressistes de son temps. L'initiation, basée sur une élaboration symbolique rigoureuse, invite chaque membre à un travail personnel de réflexion et d'amélioration intérieure, sans imposer de dogmes précis. Cette souplesse a contribué à la grande diversité des pratiques maçonniques actuelles. Le rôle de la franc-maçonnerie dans les révolutions américaines et françaises illustre son impact sociopolitique tout autant que culturel. De nombreuses figures clés de ces événements, comme George Washington ou Benjamin Franklin, étaient francs-maçons, ce qui souligne le poids de cette affiliation idéologique. Néanmoins, il est crucial de distinguer entre l'influence réelle et les interprétations parfois fantaisistes qui réduisent la franc-maçonnerie à une force omnipotente. Leur véritable pouvoir réside surtout dans leur capacité à diffuser des valeurs de liberté, de tolérance et de rationalité durant des époques troublées. Par ailleurs, l'imaginaire collectif reste profondément imprégné de symboles maçonniques, compas, équerre, œil de la providence. Ces éléments, issus des outils de métier des tailleurs de pierre, ont été transformés en métaphores pour exprimer une quête perpétuelle de vérité et d'équilibre. Leur signification évolue selon les rites et les moments historiques, offrant ainsi une richesse interprétative fascinante pour les historiens et les amateurs d'ésotérisme. Avec le temps, la franc-maçonnerie s'est aussi adaptée aux exigences modernes en promouvant des actions caritatives et éducatives. La franc-maçonnerie n'a donc jamais été un monolithe homogène. Elle comprend un réseau complexe de loges indépendantes, chacune avec ses particularités, mais toutes partageant des principes fondamentaux. Cette diversité explique la multitude de récits contradictoires à son sujet. Le secret entretenu sur certains aspects de la vie interne de ces sociétés nourrit des spéculations, mais le travail historique sérieux met en lumière une organisation structurée autour d'idées humanistes. Leur influence se manifeste ainsi davantage dans le domaine culturel que dans les scénarios de domination mondiale souvent attribués aux mythes populaires. L'étude comparée des textes fondateurs de la franc-maçonnerie et des Illuminati révèle des divergences claires dans leur finalité. La première oriente ses membres vers une progression spirituelle accessible à tous par le symbolisme. Les seconds se positionnent plus explicitement contre les institutions religieuses et monarchiques, adoptant une approche plus radicale. Pourtant, au XVIIIe siècle, les échanges entre membres des deux groupes, notamment en Germanie, ont parfois mélangé ces objectifs, brouillant les lignes. Ces interactions complexes témoignent d'un paysage intellectuel riche, où les projets de transformation sociale étaient multiples et souvent conflictuels. En somme, la franc-maçonnerie, issue des métiers de la pierre, s'est métamorphosée en un réseau philosophique influent dès l'aube des Lumières. Son histoire est un mélange d'héritage ancien et d'innovations idéologiques qui ont contribué à façonner la pensée moderne. Malgré les mythes omniprésents, son essence repose sur la quête de connaissance, la fraternité et la liberté de conscience. L'association aux Illuminati, bien qu'existante, ne devrait pas occulter la spécificité et la richesse de son parcours autonome. Cette compréhension nuancée
permet d'aborder les sociétés secrètes de manière plus éclairée et rationnelle, invitant à explorer d'autres facettes au-delà des simples légendes. Alors que la franc-maçonnerie s'approfondit dans ses traditions et s'élargit géographiquement, le lien compliqué avec d'autres mouvements ésotériques nous conduit naturellement à examiner l'émergence plus tardive et controversée des groupes occultes du XIXe siècle. Leur influence grandissante sur la société et leur place dans l'imaginaire collectif ouvrent la voie à une réflexion nouvelle sur la quête humaine du secret et du pouvoir. Les structures internes des francs-maçons. Les francs-maçons, organisation vieille de plusieurs siècles, structurent leur association selon une hiérarchie complexe qui repose sur des degrés d'initiation bien définis. Cette structure interne constitue le cadre essentiel qui régit la participation et la progression des membres au sein des loges maçonniques. Chaque membre commence son parcours à un grade d'apprenti avant de gravir les échelons qui mènent au statut de maître, puis éventuellement à des degrés supérieurs plus rares et réservés. La loge maçonnique, centre opérationnel de cette société, fonctionne comme un espace fermé où les échanges s'effectuent dans la confidentialité la plus stricte. Cette discrétion n'est pas seulement une tradition, mais aussi une mesure destinée à maintenir un environnement propice aux réflexions philosophiques et morales que prônent les francs-maçons. Dans cet univers, le symbolisme occupe une place centrale, chaque geste et chaque objet ayant une signification précise, révélée progressivement au fil des initiations. L'initiation elle-même est un rituel codifié, marqué par une série d'épreuves et de serments. Elle vise autant à transmettre des valeurs qu'à tester la sincérité et la détermination du candidat. Le passage d'un degré à un autre ne dépend pas simplement de la durée d'appartenance, mais requiert une compréhension approfondie des enseignements et un engagement démontré envers les idéaux maçonniques. Ainsi, le maître d'une loge est un guide et un gardien des savoirs que les novices doivent assimiler. Les degrés d'initiation se divisent généralement en 3 étapes principales, appelées degrés symboliques, auxquels s'ajoutent divers degrés dits parfaits ou philosophiques dans certains rites. Ces étapes correspondent à des phases spécifiques du cheminement personnel et spirituel du membre. La progression est également marquée par l'accès à des connaissances ésotériques, souvent réservées aux plus aguerris. L'évolution au sein de la loge est ainsi une succession d'apprentissages à la fois intellectuels et pratiques. La gouvernance interne des loges repose sur un ensemble de règles et de structures qui garantissent le fonctionnement harmonieux de l'association. Un officier élu, fréquemment le vénérable maître, préside les réunions et veille au respect des coutumes. D'autres officiers assument des rôles spécialisés, tels que le secrétaire, le trésorier ou l'orateur, chacun contribuant à la gestion administrative, financière et rituelle de la loge. La rotation des postes est souvent régulière, assurant une dynamique collective. Bien que les francs-maçons, Huilon soient souvent perçus comme une organisation secrète, leur fonctionnement est avant tout discret, destiné à préserver la liberté de réflexion de ses membres. La confidentialité est un élément fondamental qui protège à la fois les idées développées dans les loges et le cercle d'initiés. Cette atmosphère favorise un espace où les débats philosophiques, les échanges d'idées et les pratiques symboliques se déroulent sans ingérence extérieure. Le lien entre les loges locales et les obédiences est également un aspect important de la structure maçonnique. Les obédiences fédèrent plusieurs dizaines, voire centaines de loges et possèdent leur propre organisation hiérarchique et administrative. Elles définissent les règles générales, supervisent la cohérence des pratiques et parfois participent à la reconnaissance mutuelle entre différentes branches. Ce réseau complexe permet un équilibre entre autonomie locale et unité globale. Les rituels, essentiels dans la vie maçonnique, varient selon les rites pratiqués, tels que le rite écossais ancien et accepté, le rite français ou encore le rite de York. Chaque rite propose une version particulière des cérémonies et des symboles.
bien que la structure générale reste comparable. Ces rituels servent à marquer le passage des degrés, à renforcer la cohésion entre membres et à transmettre des enseignements spécifiques. Leur répétition quotidienne ou périodique contribue à consolider la mémoire collective. Outre la progression rituelle et symbolique, la vie au sein de la loge est aussi structurée par des activités de réflexion et de sociabilité. Ces rencontres permettent aux membres d'échanger sur des thèmes variés, généralement liés à la morale, à la philosophie, à l'histoire ou aux sciences humaines. Les travaux sont souvent élaborés collectivement, démontrant un esprit d'entraide et de fraternité. La loge devient ainsi un lieu de partage des connaissances et d'épanouissement personnel. L'individualité du membre est respectée, mais l'appartenance au groupe impose aussi des devoirs, notamment la participation régulière aux travaux et la fidélité aux principes déclarés. Cette dualité entre autonomie personnelle et engagement collectif constitue la force motrice du fonctionnement maçonnique. Les décisions importantes se prennent, généralement par vote, garantissant que chaque voix ait son importance dans l'évolution de la loge. La discipline au sein des loges est maintenue par des règles strictes et des codes de conduite que chaque membre s'engage à respecter. En cas d'écart ou de manquement, des sanctions internes peuvent être appliquées, allant de l'avertissement formel à l'exclusion. Ces mesures visent à préserver l'intégrité des enseignements et la confiance entre membres. La transparence des procédures disciplinaires souligne une volonté de maintenir un cadre sain et respectueux. L'organisation maçonnique repose aussi sur un certain nombre de textes fondateurs et de constitutions, fixant les droits et obligations des membres ainsi que la nature des loges. Ces documents, souvent anciens, sont régulièrement révisés pour répondre aux évolutions sociales et culturelles. Ils servent de référence permanente et assurent une continuité historique tout en permettant une adaptation au contexte moderne. Certains degrés élevés de la franc-maçonnerie incluent des connaissances plus spécialisées, parfois qualifiées d'ésotériques, portant sur des domaines comme l'alchimie, la kabbale ou d'autres traditions mystiques. Ces savoirs ne sont pas accessibles aux débutants et leur étude requiert un engagement profond. Leur transmission s'effectue sous le sceau du secret, renforçant le caractère mystique de ces niveaux et participant à la mystification qui entoure souvent la franc-maçonnerie. Il est important de noter que la franc-maçonnerie ne dispose pas d'une autorité centrale unique comparable à un gouvernement. La coordination entre obédiences est assurée par des conventions ou des interobédiences, mais chaque organisation conserve une large autonomie. Cette décentralisation favorise la diversité des pratiques et des idées, tout en maintenant un socle commun d'idéaux et de traditions. Ainsi, la franc-maçonnerie apparaît comme un réseau souple plutôt qu'une machine bureaucratique rigide. Au fil des siècles, la franc-maçonnerie s'est adaptée aux changements sociaux, politiques et culturels, sans pour autant renier ses origines. Cette capacité d'adaptation se traduit par la création de nouvelles loges, l'intégration de membres issus de milieux variés et l'actualisation régulière des rituels et enseignements. L'organisation affiche une certaine modernité dans son fonctionnement, tout en conservant une âme traditionnelle. La coexistence entre anciens et contemporains est donc un trait caractéristique central. L'influence des francs-maçons dans divers domaines a souvent été évoquée, mais il convient de distinguer le mythe de la réalité. Les loges demeurent essentiellement des espaces individuels et collectifs de réflexion et d'échange, davantage que des centres de pouvoir secrets. Leur nature discrète ne signifie pas qu'elles agissent dans l'ombre de manière coordonnée. Plutôt, elles cherchent à cultiver un travail d'amélioration personnelle et sociale par la diffusion de valeurs universelles. La relation entre membres est fondée sur le principe de fraternité qui dépasse les barrières sociales, culturelles ou religieuses. Cette universalité se manifeste dans la diversité des profils accueillis et dans le respect mutuel qui unit les initiés. La dimension spirituelle de la franc-maçonnerie, bien que non dogmatique, encourage une quête de sagesse et un engagement éthique. C'est ce mélange de rigueur
et d'ouverture qui caractérisent la vie intérieure des loges. Chaque début d'année maçonnique peut être marqué par une série de cérémonies et d'assemblées générales qui permettent de faire le point sur les activités, d'élire les nouveaux officiers et de planifier le travail à venir. Ces moments sont essentiels pour réaffirmer les objectifs communs et renforcer le sentiment d'appartenance. Les débats qui s'y tiennent sont souvent calmes et réfléchis, privilégiant la raison à l'impulsivité. Sur le plan symbolique, les outils utilisés lors des rituels, comme l'équerre, le compas ou le maillet, représentent autant d'enseignements et de valeurs partagées. Ces instruments sont plus que des objets, ils constituent un langage codé qui guide le comportement des membres dans leur vie quotidienne. Leur interprétation varie selon les degrés et les rites, offrant ainsi une richesse constante d'apprentissage et d'exploration. Enfin, la franc-maçonnerie compte plusieurs grandes obédiences en France, chacune avec son orientation spécifique. Certaines sont plus libérales, acceptant pleinement la mixité et les approches laïques, tandis que d'autres restent plus traditionnelles, réservant leur adhésion aux hommes et souvent à certains critères religieux. Cette diversité reflète la pluralité des opinions et des besoins au sein du milieu maçonnique et contribue à sa vitalité. Ainsi, la structure interne des francs-maçons apparaît comme un subtil équilibre entre tradition et adaptation, rigueur rituelle et liberté individuelle. Elle comprend un système hiérarchique clair, plusieurs degrés d'initiation, un fonctionnement discret mais organisé, ainsi qu'une forte implication des membres dans un cadre défini par des règles précises. Cette organisation garantit la transmission des savoirs et la pérennité des valeurs qui fondent la franc-maçonnerie. Ce regard factuel permet de mieux comprendre les mécanismes internes sans pour autant tomber dans les jugements ou conjectures. La franc-maçonnerie reste un univers riche, complexe et profondément humain, où chaque membre construit son parcours unique en bénéficiant d'un cadre collectif. Cette exploration des loges ouvre la voie à une compréhension plus ample des sociétés secrètes en général, préparant ainsi le terrain pour l'étude des autres organisations comme les Illuminati et les forces occultes. Les influences historiques des francs-maçons. Les francs-maçons, souvent entourés de mystères, ont suscité de nombreuses discussions quant à leur influence réelle sur l'histoire mondiale. Fondés au tout début du XVIIe siècle, ils se sont rapidement implantés en Europe, notamment en Grande-Bretagne, devenant progressivement une société fraternelle qui rassemblait des individus issus de milieux divers. Leur principe fondamental repose sur la fraternité, le développement moral et intellectuel de chaque membre. Cela dit, au fil des siècles, certains pensent que leur rôle dépasse largement les limites de la simple société secrète. Dans le contexte des révolutions et des bouleversements politiques, les francs-maçons ont été cités comme acteurs ou catalyseurs d'un changement profond. Par exemple, lors de la Révolution française, plusieurs figures importantes étaient membres de loges maçonniques. Des hommes comme Mirabeau ou Lafayette ont défendu des idées de liberté, d'égalité et de fraternité, principes également chers aux francs-maçons. Toutefois, il convient de noter que ces principes étaient largement diffusés parmi de nombreuses autres sociétés ou groupes d'intellectuels, ce qui complique la détermination précise de l'influence exclusive de la franc-maçonnerie. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, les idées progressistes se sont propagées rapidement dans les cercles éclairés. Plusieurs philosophes et scientifiques étaient affiliés à la franc-maçonnerie, ce qui donne à penser que cette dernière a servi comme un vecteur de partage des connaissances et de promotion des valeurs humanistes. Voltaire et Diderot, bien qu'il n'y ait pas de preuves formelles de leur appartenance, s'exprimaient fréquemment en faveur de la tolérance et de la raison, thèmes centraux dans les discussions maçonniques. La franc-maçonnerie, en ce sens, représentait un espace où des idées révolutionnaires pour l'époque pouvaient être exposées sans craindre la censure directe. Par ailleurs, certaines loges maçonniques ont joué un rôle dans la création des institutions modernes.
l'instauration des constitutions démocratiques, ainsi que les avancées dans le domaine des droits de l'homme, ont souvent été soutenues par des individus liés à la franc-maçonnerie. Pourtant, il est important de rester prudent face aux théories qui prêtent à cette société un contrôle secret ou une puissance occulte disproportionnée. La plupart des historiens s'accordent à dire que l'impact des francs-maçons s'insère dans un réseau plus large de mouvements et d'influences, parmi lesquels les contextes sociaux, économiques et politiques jouent un rôle primordial. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie a connu une expansion à l'échelle mondiale, notamment en Amérique et dans d'autres territoires colonisés par l'Europe. Là encore, elle s'est souvent associée à des élites politiques, militaires ou intellectuelles. Par exemple, plusieurs présidents des États-Unis étaient maçons, ce qui alimente les récits sur leur possible rôle dans la formation de la jeune nation. L'adoption de principes démocratiques et républicains dans ces régions montre une certaine convergence avec les valeurs maçonniques. Toutefois, là encore, cette relation ne peut être réduite à une simple causalité directe. En dépit de cette présence dans diverses sphères, la franc-maçonnerie a été aussi l'objet de nombreuses critiques et persécutions, notamment dans des régimes autoritaires. Cela illustre que son influence, bien que réelle, n'a jamais été absolue ou incontrôlable. Dans certains cas, elle a même dû s'adapter à des contextes extrêmement hostiles, démontrant une certaine résilience plutôt qu'une domination secrète. Ces ajustements variés témoignent d'une organisation complexe, mais aussi d'une diversité au sein même des loges et entre différentes régions. Il est également pertinent d'aborder la manière dont les francs-maçons ont influencé l'architecture et l'urbanisme. Plusieurs monuments, places publiques et bâtiments historiques portent des symboles maçonniques, témoignant d'une volonté de marquer physiquement l'espace. Cette dimension plus discrète mais visible manifeste une forme de présence culturelle durable qui dépasse la simple sphère idéologique ou politique. Elle contribue à la perception d'un héritage maçonnique profond et entremêlé avec l'histoire locale de nombreuses villes. La franc-maçonnerie a aussi joué un rôle actif dans la philanthropie et l'éducation. Dès ses débuts, elle a soutenu des œuvres caritatives et des institutions éducatives, souvent destinées à promouvoir l'accès au savoir et améliorer les conditions de vie des plus démunis. Ces actions renforcent l'idée que la société était orientée vers un engagement concret, pas seulement symbolique. Cela dit, la nature secrète des réunions et de certains rites alimente les suspicions tout en conservant une aura d'exclusivité. L'étude du passé révèle aussi des tensions internes au sein de la franc-maçonnerie, nées des différences idéologiques et politiques entre ses membres. Certains étaient progressistes et libéraux, tandis que d'autres penchaient vers des positions plus conservatrices. Cette diversité a parfois provoqué des scissions ou des disputes, indiquant que la franc-maçonnerie n'était pas un bloc monolithique, mais plutôt un ensemble hétérogène. Ces conflits internes reflétaient souvent les débats dominants dans les sociétés environnantes. Par ailleurs, l'analyse précise de documents historiques montre que bien des secrets attribués aux francs-maçons relèvent plus du mythe que de la réalité. Beaucoup d'éléments de leurs rituels et symboles, bien que mystérieux, ne correspondent pas à une prise de pouvoir ou à une organisation conspirative. Ils s'inscrivent plutôt dans une tradition symbolique visant à renforcer les liens entre membres et à structurer le travail collectif. Cette approche symbolique, propre à une société initiatique, est essentielle pour comprendre leur fonctionnement réel. Enfin, la réputation mondiale des francs-maçons a parfois éclipsé le rôle d'autres groupes ou courants qui ont contribué aux mêmes bouleversements historiques. L'histoire est toujours plus complexe que ne le suggèrent les récits simplifiés. Comprendre la franc-maçonnerie dans toute sa dimension nécessite de dépasser les clichés et de se confronter à une historiographie rigoureuse. C'est ainsi qu'il devient possible de mesurer la portée réelle de cette société, entre influence réelle et légende persistante. Alors que nous poursuivons cette exploration des sociétés secrètes,
nous allons maintenant nous tourner vers un autre grand acteur de ces récits et examiner la figure énigmatique des Illuminati et leur rôle souvent contesté dans l'histoire politique et sociale, la perception publique et les mythes. Depuis plusieurs siècles, les sociétés secrètes comme les Illuminati et les francs-maçons suscitent une intense fascination accompagnée par une multitude d'idées reçues. De nombreuses personnes associent ces groupes à des complots mondiaux ou à la manipulation des événements politiques. Cependant, il est essentiel de différencier les faits avérés des spéculations infondées qui entourent ces organisations. Comprendre cette distinction aide à mieux saisir leur impact réel et leur rôle historique. Les Illuminati ont été fondés en 1786 en Bavière, avec pour but initial de promouvoir la liberté de pensée et lutter contre l'influence religieuse et politique oppressive de l'époque. Ce groupe n'a duré qu'une dizaine d'années officiellement avant d'être interdit. Pourtant, son mythe a perduré largement dans la culture populaire. Beaucoup croient à l'existence actuelle d'un ordre secret qui contrôlerait le monde. Mais les archives montrent que les Illuminati historiques n'avaient ni les moyens ni la portée supposée. Les francs-maçons, quant à eux, sont apparus plus tôt et ont établi une structure élaborée basée sur des rites symboliques empruntés aux guildes médiévales. Cette organisation a compté parmi ses membres plusieurs figures importantes de l'histoire. Pourtant, leur influence ne représente pas une entité unifiée cherchant à diriger les sociétés mondiales. Leurs activités se concentrent souvent sur des œuvres caritatives, le développement personnel et la promotion de valeurs d'éthique et de fraternité au sein de leur loge. L'un des moteurs principaux des rumeurs entourant ces sociétés est le secret même qui enveloppe leurs pratiques. Les rites initiatiques, les symboles mystérieux et la discrétion des réunions alimentent les imaginations. Il est reconnu que ces éléments ont pour fonction de renforcer la cohésion interne plutôt que de dissimuler des complots. Le secret instauré sert souvent à protéger la vie privée des membres et à préserver l'intimité des traditions sans intention machiavélique. Les théories du complot associées à ces groupes se sont amplifiées avec l'avènement des périodes de turbulences politiques et économiques. Chaque crise majeure a vu ressortir les accusations de manipulation par des forces occultes. Cependant, ces récits manquent en général de preuves documentées solides et reposent sur des interprétations biaisées ou des amalgames entre événements indépendants. Le mélange de faits réels avec des suppositions tend à fausser la perception publique. Par ailleurs, les sphères médiatiques, littéraires et cinématographiques ont largement contribué à construire un imaginaire fascinant, mais souvent erroné. Films, romans et articles sensationnalistes exploitent les symboles maçonniques et illuministes, renforçant l'idée qu'un pouvoir occulte tire les ficelles en coulisses. Cette représentation éloigne souvent du travail concret, historique et social accompli par ces groupes, réduisant leur image à celle d'entités presque mythologiques. Il est également important de noter que ces sociétés ne sont pas homogènes. Elles se déclinent en de nombreuses branches et groupes aux objectifs divers, souvent très éloignés les uns des autres. Les structures internes varient selon les pays et les époques, ce qui complexifie encore davantage l'analyse objective. Cette multiplicité rend difficile l'identification d'une seule vérité ou intention commune à toutes ces entités. De plus, certaines accusations d'influence occulte se sont révélées exagérées ou purement inventées pour des raisons politiques ou sociales. Dans l'histoire, des dirigeants ont parfois stigmatisé ces sociétés secrètes pour détourner l'attention d'enjeux réels ou pour asseoir leur pouvoir face à une élite perçue comme rivale. Cela montre que les récits sur les Illuminati ou les francs-maçons peuvent être instrumentalisés plutôt que basés sur des faits. En ce qui concerne les prétendues forces occultes liées à ces groupes, il est crucial de se référer à des sources fiables. Bien que des éléments ésotériques soient présents, leur usage reste symbolique ou philosophique,
sans manifestation concrète d'une puissance mystérieuse capable de diriger le monde. Ces aspects relèvent davantage de traditions initiatiques visant l'introspection que d'activités réelles d'influence politique directe. La perception publique oscille donc entre fascination mystique et suspicion incontrôlée. Cette ambivalence reflète une volonté humaine de chercher des explications aux phénomènes complexes et souvent angoissants. Se raccrocher à l'idée d'une force cachée peut apporter un semblant de sens face au chaos apparent, même si cette explication simplifie à outrance la réalité des dynamiques sociales et historiques. Des recherches universitaires récentes ont tenté de clarifier l'identité et les fonctions de ces sociétés. Elles démontrent que malgré leurs secrets, beaucoup d'archives sont accessibles et analysables. Ces travaux montrent l'engagement réel de ces groupes dans des transformations culturelles, des réseaux d'entraide ou des débats intellectuels, loin des stéréotypes de manipulation occulte. Leurs actions doivent être replacées dans un contexte historique précis et non déformé par la légende. Par ailleurs, il est notable que certaines figures célèbres de ces groupes ont contribué à des mouvements progressistes et ont défendu la liberté d'expression. Leur présence dans des cercles influents peut expliquer en partie leur visibilité médiatique, mais cela ne prouve pas une direction commune, cachée, visant à contrôler les sociétés. Il s'agit souvent d'individus engagés dans des causes d'émancipation ou de réforme sociale. En conclusion, la réalité historique des Illuminati et des francs-maçons se confronte à une accumulation de mythes largement alimentés par la peur, l'ignorance et la fascination pour le secret. Démêler le vrai du faux impose un examen critique rigoureux des documents et un recul face aux récits sensationnalistes. Ce travail permet d'apprécier ces sociétés dans leur dimension humaine et complexe, loin des caricatures mystiques. Tandis que la compréhension des mythes populaires reste nécessaire pour saisir l'impact culturel de ces groupes, il est tout aussi important de reconnaître leur diversité et la pluralité des intentions qu'ils portent. Cette prise de conscience ouvre la voie à une analyse plus nuancée des liens entre secret, pouvoir et société. Elle prépare également le terrain pour explorer les conséquences concrètes de ces associations dans l'histoire contemporaine. Cela nous amène désormais à examiner plus en détail l'influence sociale directe qu'elles ont pu exercer. Les liens entre occultisme et sociétés secrètes. Les sociétés secrètes fascinent depuis des siècles, notamment par leurs liens supposés avec l'occultisme. Parmi elles, les Illuminati et les francs-maçons occupent une place centrale dans ce pan de l'histoire où le mystère et la recherche du savoir se mêlent intimement. Ces organisations ont été perçues comme des gardiennes de connaissances ésotériques, un élément qui alimente encore aujourd'hui de nombreux débats et théories. L'origine des Illuminati remonte à la seconde moitié du XVIIIe siècle en Bavière. Fondée par Adam Weishaupt, cette société se présentait comme un groupe destiné à promouvoir la raison et à lutter contre les superstitions. Pourtant, sa structure secrète et son recours à des symboles mystérieux ont vite alimenté l'idée d'une implication dans des pratiques occultes. Le but affiché était la réforme sociale, mais la clandestinité du groupe entraîna des suspicions liées à l'exercice d'influences cachées. De leur côté, les francs-maçons ont des racines plus anciennes, souvent rattachées aux guildes de tailleurs de pierre médiévales. Leur association de symboles, rituels et enseignements spirituels a longtemps séduit les chercheurs de vérité. Le symbolisme maçonnique fait fréquemment appel à des éléments issus de traditions ésotériques, tels que la géométrie sacrée, les nombres symboliques et l'alchimie. Ces aspects ont renforcé le lien perçu entre la franc-maçonnerie et les études occultes. Cependant, il est important de distinguer la réalité historique de la fiction. Les rituels pratiqués dans ces sociétés sont certes codifiés et empreints de mystère, mais leur objectif principal reste éducatif et moral. La franc-maçonnerie promeut la recherche de la sagesse, la fraternité et le progrès personnel à travers des pratiques symboliques.
Les Illuminati, quant à eux, furent davantage un groupe philosophique qu'un réseau impliqué dans des forces occultes. L'occultisme, au sens strict, recouvre un ensemble de références à des forces invisibles ou à des connaissances cachées qui échappent à l'esprit rationnel. Ce terme a servi à décrire diverses pratiques de divination, d'alchimie, de magie ou même de spiritualisme. Dans le contexte des sociétés secrètes, il sert souvent à évoquer un savoir ésotérique que seuls les initiés peuvent comprendre. Cette idée de secret est d'ailleurs l'un des piliers de ces organisations, qui repose sur un apprentissage progressif et la transmission exclusive de certaines connaissances. Plusieurs figures historiques ont renforcé l'association entre occultisme et société secrète. Par exemple, Cagliostro est un personnage du XVIIIe siècle célèbre pour avoir prétendu maîtriser des arts occultes tout en étant impliqué dans des cercles maçonniques. Sa réputation de mystique et d'alchimiste fit grand bruit, même si ses affirmations furent souvent entourées de soupçons et de controverses. De telles personnalités contribuent à entretenir le mystère autour des groupes secrets. Les ramifications entre certains occultismes et franc-maçonnerie peuvent aussi s'expliquer par des influences philosophiques communes. Le néoplatonisme, l'hermétisme et la kabbale sont des traditions mystiques qui ont imprégné la pensée occidentale et ont trouvé un écho particulier au sein de ces sociétés. À travers leurs rituels et symboles, ces influences se manifestent pour offrir une quête de sens au-delà du visible et du matériel. Ainsi, la liberté spirituelle et la recherche de la vérité intérieure sont des lignes directrices du parcours initiatique. Dans la culture populaire, ce mélange entre occultisme et société secrète alimente les récits de conspiration. Les théories impliquant des gouvernements, des élites ou même des phénomènes paranormaux ne sont pas rares. Pourtant, les historiens soulignent que bien souvent, ces idées reposent sur des extrapolations sans preuves solides. La fascination pour l'inconnu pousse à combiner légende et faits, ce qui rend la distinction difficile dans l'imaginaire collectif. Néanmoins, certains documents authentiques confirment l'existence de rituels symboliques liés à des anciennes traditions, renforçant la complexité de ces groupes. Les archives révèlent une volonté d'utiliser les symboles occultes comme des outils pédagogiques, permettant de transmettre des messages à plusieurs niveaux de compréhension. Cela montre une démarche plus intellectuelle que mystique pure, d'où la nécessité de nuancer les interprétations. Le rôle des symboles dans ces sociétés secrètes mérite une attention particulière. Ces images détiennent souvent une signification codée, reposant sur des traditions anciennes parfois millénaires. Le compas, l'équerre, ainsi que d'autres figures géométriques utilisées par les francs-maçons renvoient à des idées d'harmonie, d'équilibre et de construction morale. Ces symboles agissent comme des repères pour l'initié, guidant son cheminement au sein de la société. À travers les siècles, les sociétés secrètes ont su adapter leurs rituels au contexte culturel et historique. En cela, le recours à des éléments occultes représente une manière de perpétuer une tradition d'initiation originale. Dans certains cas, les pratiques incluent des lectures philosophiques, des méditations ou des cérémonies rituelles qui favorisent la réflexion personnelle. Cet aspect contribue à expliquer pourquoi la frontière entre occultisme et société secrète est souvent floue. En portant un regard critique, il apparaît que la peur du secret est à l'origine de nombreuses idées erronées. La discrétion observée dans les sociétés secrètes a été interprétée comme une volonté de manipulation ou d'exercice de pouvoir surnaturel. Or, cette confidentialité protège plutôt un espace réservé au développement intérieur et à l'apprentissage progressif. Elle crée un environnement où la confiance et la discipline sont nécessaires. Le contexte politique et social a également influencé la perception du lien entre occultisme et société secrète. Lors de périodes de troubles ou d'incertitude, les comportements discrets et les engagements au sein de groupes cachés ont souvent été vus comme menaçants.
Cela alimenta la création de mythes autour d'organisations comme les Illuminati, accusées d'orchestrer des complots pour remodeler le monde en secret. Ces représentations relèvent bien plus du folklore que de réalités historiques. Par ailleurs, les avancées des sciences et de la rationalité, notamment durant les Lumières, ont modifié la vision des sociétés secrètes. Elles n'étaient plus uniquement perçues comme des cercles occultes, mais aussi comme des associations de pensée progressistes. Le débat entre mysticisme et raison contribuait alors à créer un terrain fertile pour autant d'interprétations concernant leur nature réelle. Cette dualité explique la riche diversité des récits à leurs propos. Il est aussi utile de rappeler que l'occultisme, en tant que domaine d'étude, ne désigne pas toujours des pratiques mystiques occultes au sens populaire. Il peut s'agir, bien au contraire, d'une forme de connaissance symbolique proche des sciences humaines antiques. Par conséquent, certaines sociétés secrètes se sont intéressées à cet aspect herméneutique afin d'enrichir leur doctrine éthique et philosophique. Cela souligne une intention moins spectaculaire qu'on ne l'imagine souvent. Enfin, la fascination contemporaine pour ces sujets reflète une quête universelle de mystère et d'appartenance. Les sociétés secrètes et leur occultisme associé offrent un récit complexe où se croisent histoire, spiritualité et culture populaire. C'est cette richesse qui captive et pousse à une exploration plus nuancée et documentée de ces phénomènes, loin des simplifications habituelles. Ces éléments préparent le terrain pour comprendre davantage les motivations et les évolutions des groupes secrets au fil du temps. Ainsi s'achève cette exploration des relations entre occultisme et société secrète. La subtilité de ces liens invite à poursuivre une réflexion apaisée, fondée sur des recherches rigoureuses et sans sensationnalisme, pour aborder la suite de notre enquête sur ces mondes mystérieux. Conspiration et réalité. Le concept d'une société secrète intrigue depuis des siècles, nourrissant des théories complexes et souvent controversées. Parmi celles-ci, les Illuminati et les francs-maçons occupent une place prédominante, alimentant débats et spéculations. L'origine des Illuminati remonte au XVIIIe siècle, précisément à l'année 1781, en Bavière, où Adam Weishaupt fonda une société destinée à promouvoir la raison et à combattre les superstitions. Cette organisation fut dissoute officiellement quelques années plus tard, mais les légendes autour de ses activités ont persisté. Les francs-maçons, quant à eux, revendiquent des racines plus anciennes. Leur histoire s'ancre dans les guildes de bâtisseurs médiévaux, puis évolue vers une fraternité philosophique et humaniste. Leur symbolisme est riche, intégrant outils de construction, allégories et rituels, souvent mal compris du grand public. Il est important de souligner que, contrairement aux idées reçues, ces sociétés n'ont pas toujours poursuivi d'objectifs occultes ou conspirationnistes visibles. Dans l'imaginaire collectif, les Illuminati sont souvent représentés comme une organisation manipulant secrètement les événements mondiaux, contrôlant les gouvernements, les banques et les médias. Ces affirmations reposent en grande partie sur des interprétations erronées ou exagérées de faits historiques et d'œuvres littéraires. Par exemple, l'utilisation du symbole de l'œil dans un triangle, souvent associé aux Illuminati, provient en réalité de l'iconographie religieuse chrétienne, symbolisant la vigilance divine, et non un signe d'appartenance au culte. La franc-maçonnerie, de son côté, est accusée de comploter dans l'ombre pour instaurer un nouvel ordre mondial. Ces soupçons émergent surtout durant le XIXe siècle, période de bouleversements politiques et sociaux. Toutefois, les archives et les témoignages internes des loges démontrent que la majorité des membres s'engagent dans des œuvres philanthropiques et des débats philosophiques, sans visée politique occulte. De nombreux historiens notent par ailleurs que les francs-maçons ont souvent été persécutés, notamment durant les régimes totalitaires, soulignant l'absence de puissance réelle centralisée. L'idée d'un contrôle occulte des événements par ces sociétés
évoque aussi les notions d'ésotérisme et d'occultisme. Or, si les francs-maçons emploient des symboles et des rituels, ceux-ci servent davantage à structurer leur communauté et à transmettre des valeurs morales qu'à pratiquer des activités mystérieuses. L'occultisme en tant que tel désigne une diversité de courants ésotériques, mais il n'existe aucune preuve concrète permettant d'établir un lien direct avec une volonté de manipulation mondiale. Il est également intéressant de noter l'impact culturel de ces idées, qui ont largement dépassé leur cadre originel. Romances, films et théories du complot moderne ont contribué à entretenir une image mystérieuse et parfois inquiétante des Illuminati et des francs-maçons. Cette popularisation peut obscurcir la frontière entre réalité historique et fiction, rendant la compréhension de ces groupes plus complexe. Par exemple, certaines fictions les dépeignent comme orchestrateurs de catastrophes anciennes ou de conspirations internationales, ce qui est souvent loin des faits avérés. L'étude des documents historiques, quant à elle, révèle une image plus nuancée. La dissolution officielle des Illuminati fut ordonnée par les autorités bavaroises, motivée par des raisons politiques et religieuses, tandis que les francs-maçons se sont adaptés aux évolutions de la société, devenant des acteurs dans divers domaines de l'éducation à la charité. Les francs-maçons célèbres incluent des figures telles que Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Franklin ou Voltaire, qui participèrent à des cercles de réflexion sans implication dans des conspirations occultes. La méfiance envers ces sociétés trouve une partie de son origine dans l'opacité de leurs rituels et institutions. Cette discrétion, légitime ou non, entretient mystère et fantasmes. Pourtant, de nombreuses loges publient désormais leurs statuts et activités, cherchant à dissiper les soupçons. L'absence de preuves tangibles de contrôle mondial ne signifie pas que ces groupes soient entièrement transparents ou dénués d'influence, mais il convient de les analyser avec rigueur factuelle plutôt que par conjecture. Quelques récits attribuent également aux Illuminati un rôle dans des événements historiques majeurs, tels que la Révolution française. Pourtant, les historiens spécialistes ont démontré que ces liens sont largement exagérés, reposant sur des coïncidences ou des interprétations orientées. La complexité des mouvements révolutionnaires dépasse largement la sphère d'action d'une seule organisation secrète, aussi structurée soit-elle. Dans la modernité, des groupes se revendiquant du nom d'Illuminati apparaissent, mais souvent sans lien direct avec l'original. Ces associations contemporaines tendent à adopter une posture symbolique ou ésotérique plus qu'une vraie capacité d'influence. Ceci alimente la confusion entre mythes anciens et réalité actuelle, renforçant l'aura de mystère autour de ces sociétés. En conclusion, la confrontation entre les théories du complot et les faits historiques invite à une lecture critique et documentée. Les Illuminati et les francs-maçons, si fascinants soient-ils, ne correspondent pas nécessairement aux caricatures populaires. Leur histoire, bien que parsemée d'ombre, est avant tout celle de communautés humaines avec leurs engagements, leurs limites et leur époque. Cette perspective permet de dissocier mystère légitime et spéculation infondée. Il reste évident que les questions sur l'existence de pouvoirs occultes ou d'organisations secrètes continueront à nourrir l'imaginaire collectif. Le rôle des sociétés secrètes dans l'histoire doit donc être approché avec prudence, en distinguant les éléments historiques solides des interprétations sensationnalistes. Par ce calme retour aux faits, on peut espérer mieux comprendre les enjeux réels derrière ces récits mystérieux et préparer le terrain pour examiner d'autres aspects des influences invisibles dans notre monde. Ainsi, les prochains développements de cette série aborderont des dimensions complémentaires, éclairant davantage les complexités du pouvoir et des croyances cachées. Influence contemporaine des sociétés secrètes. Depuis de nombreuses années, les sociétés secrètes telles que les Illuminati et les francs-maçons suscitent fascination et suspicion. Leur influence supposée sur les événements mondiaux
continuent d'alimenter débats et théories diverses. Aujourd'hui, leur rôle reste un sujet d'attention, bien que la réalité soit souvent plus nuancée que les récits sensationnalistes. Dans le contexte contemporain, les francs-maçons constituent une organisation structurée, présente dans plusieurs pays. Ils œuvrent principalement dans le domaine philanthropique, favorisant l'éducation, la solidarité et le développement personnel de leurs membres. Leur réseau discret mais étendu permet des échanges culturels et professionnels entre individus partageant des valeurs communes. Ce caractère associatif leur confère une visibilité modérée, loin des complots imaginés. Les Illuminati, originaires du XVIIIe siècle, sont souvent associés à des théories de contrôle global. Cependant, il est important de noter que le groupe historique a été dissous en moins de 10 ans après sa création. Les utilisations modernes du nom renvoient souvent à des réseaux symboliques ou fictifs. Néanmoins, certains groupes contemporains s'en réclament, cherchant à promouvoir des idées de liberté de pensée et de réforme sociale. Au fil du temps, d'autres sociétés moins médiatisées ont émergé, adoptant parfois des rituels ou symboles semblables. Ces associations privées favorisent l'entraide entre membres, la réflexion philosophique et l'échange d'idées. Leur influence ne s'exerce pas toujours ouvertement, mais plutôt dans des cercles fermés où confiance et loyauté priment. L'impact sur la société civile reste ainsi difficile à mesurer précisément. Le rôle des sociétés secrètes se manifeste également dans le domaine politique, à travers des connexions parfois suggérées entre membres et acteurs publics. Il est certain que des individus appartenant à ces groupes ont occupé des positions de pouvoir. Toutefois, établir un lien direct entre les décisions gouvernementales et les agendas de ces sociétés exige prudence, car plusieurs facteurs externes interviennent dans les processus démocratiques. Sur le plan culturel, ces sociétés ont inspiré nombreuses œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques. Leur mystère alimente l'imaginaire collectif, transformant certaines figures en symboles ou légendes vivantes. Cette représentation participe à leur présence persistante dans les débats publics et médiatiques, renforçant l'intérêt général sans nécessairement confirmer leur influence réelle sur les événements. Dans de nombreux pays, les francs-maçons continuent d'organiser des rencontres régulières où les membres approfondissent leurs réflexions morales et sociales. Ces assemblées sont souvent confidentielles, contribuant à l'aura de discrétion qui entoure ces groupes. La sélection rigoureuse des adhérents vise à garantir le respect des principes fondamentaux et la qualité des échanges, assurant ainsi une certaine homogénéité au sein de la communauté. Le poids symbolique des rituels employés reste un élément central, favorisant la cohésion entre initiés. Ces pratiques, parfois mal comprises, privilégient des valeurs d'intégrité, de solidarité et de respect mutuel. Leur fonction n'est pas de manipuler la société extérieure, mais plutôt de cultiver un sentiment d'appartenance et de développement personnel parmi les membres. Cette dimension interne explique en partie le secret entourant leurs activités. En réponse aux suspicions, plusieurs dirigeants de ces sociétés ont multiplié les efforts de transparence. Certaines obédiences ont ouvert leurs portes pour des visites publiques, conférences ou publications officielles. Cette politique vise à clarifier leur mission et à dissiper les malentendus. Elle témoigne également d'une adaptation progressive aux exigences modernes de visibilité et d'acceptation sociale. Sur la scène internationale, les réseaux maçonniques maintiennent des liens avec d'autres organismes similaires afin de promouvoir la paix et le dialogue. Ces relations se traduisent par des actions communes, telles que des programmes éducatifs ou des campagnes de lutte contre l'exclusion sociale. Par leur engagement, ces associations cherchent à affirmer une influence positive, sans prétendre à un contrôle politique direct ou occulte. L'analyse de l'ampleur réelle de l'influence exercée par les sociétés secrètes en milieu contemporain reste délicate. Le contexte global exerçant des pressions économiques,
culturelle et sociale variée, il est difficile d'isoler une seule variable responsable des évolutions majeures. Les sociétés secrètes, bien qu'actives, apparaissent ainsi comme une composante parmi d'autres, souvent mal comprises, mais loin d'être omnipotentes. Il convient aussi de souligner que le terme « société secrète » recouvre une grande diversité d'organisations. Leur structure, leur taille et leur finalité diffèrent sensiblement, tout comme leur visibilité publique. Cette complexité impose une approche prudente pour éviter les généralisations hâtives et les interprétations erronées souvent véhiculées par les médias sensationnalistes ou certains discours conspirationnistes. Sur le plan individuel, l'appartenance à ces sociétés offre à ses membres un espace privilégié de réflexion et d'échange. Histoire, symboles et enseignements transmis permettent de constituer une tradition vivante, ancrée dans le respect des valeurs universelles telles que la liberté et la fraternité. Cette dimension culturelle, plus que toute prétendue influence politique directe, constitue sans doute l'essence profonde de ces groupements. En observant les évolutions récentes, on constate un regain d'intérêt pour les racines historiques et les enseignements fondateurs. Certains universitaires se sont penchés sur l'influence de ces groupes dans la construction des idées modernes, notamment en matière de philosophie politique et morale. Ces travaux contribuent à une meilleure compréhension de leur rôle et de leur place dans la société contemporaine. Par ailleurs, les enjeux liés à la confidentialité et au secret continuent de susciter débat. La notion même de discrétion dans un monde hyper connecté soulève des questions sur la coexistence entre vie privée, transparence et pouvoir. Ces réflexions interrogent aussi l'équilibre entre protection des traditions et nécessité d'adaptation face aux exigences démocratiques actuelles. Enfin, les sociétés secrètes incarnent également un phénomène social témoignant du besoin humain d'appartenir à un groupe structuré, porteur de sens. Leur persistance à travers les siècles révèle une dimension profonde de la nature humaine, oscillant entre désir de confidentialité et quête d'influence. Ce paradoxe alimente la richesse des recherches et des débats consacrés à cette thématique complexe. À mesure que s'achève cette exploration de l'influence contemporaine de ces groupes mystérieux, il devient clair que leur présence, bien que réelle, est souvent mal interprétée. La suite nous conduira à examiner plus précisément les interactions avec le monde politique, en poursuivant cette analyse factuelle et mesurée. Sources historiques et documents anciens. Depuis plusieurs siècles, les sociétés secrètes comme les Illuminati et les francs-maçons fascinent chercheurs et historiens. Leur existence repose sur des archives rares, souvent conservées dans des bibliothèques profondes ou des collections privées, qui permettent aujourd'hui d'éclairer leur origine et leurs activités. Parmi ces documents, les manuscrits, correspondances et statuts d'origine constituent des sources fiables pour comprendre le contexte de leur émergence. Les Illuminati, fondés officiellement en 1785 en Bavière par Adam Weishaupt, laissent derrière eux des traces documentées qui révèlent leur objectif d'éducation et de réforme sociale. Les fonds d'archives de la ville de Ingolstadt conservent plusieurs lettres et règlements qui ont été authentifiés par des historiens. Ces documents montrent aussi les premières accusations portées contre ce groupe, accusé d'influence politique et religieuse contestée à l'époque. En revanche, les francs-maçons présentent une histoire plus ancienne et complexe. Leur tracé historique s'appuie notamment sur les registres des loges maçonniques écossaises du XVIIe siècle. Ces registres, toujours soigneusement archivés, retracent des cérémonies, des rituels et des listes de membres. Ils confirment l'évolution progressive de l'organisation d'une simple société d'artisans à une fraternité aux valeurs initiatiques profondes. Les chercheurs modernes ont par ailleurs accès à un ensemble de documents non officiels, comme des mémoires personnelles et des journaux intimes. Ces sources donnent un éclairage supplémentaire sur la vie quotidienne des membres et sur la façon dont les sociétés secrètes étaient perçues par leurs contemporains. Par exemple, les écrits de certains francs-maçons
révèlent une grande diversité de pratiques, bien loin des caricatures souvent véhiculées. Un aspect essentiel de ces archives est la transmission orale, complétant les traces écrites. Les sociétés secrètes ont su préserver leurs secrets par des codes, signes et symboles complexes. Des chercheurs en sémiologie ont ainsi décodé certains de ces signes, ainsi que les environnements rituels, à travers l'étude de gravures et de sculptures associées à ces groupes. Cela ajoute une dimension tangible aux documents écrits. Les archives de différentes institutions religieuses jouent également un rôle important dans l'étude de ces sociétés. En effet, de nombreux dossiers d'inquisition, procès et enquêtes menés à l'époque documentent des interrogations et soupçons envers certaines loges maçonniques ou groupes occultes. Ces documents, souvent très détaillés, permettent de mieux comprendre les tensions entre pouvoirs politiques et ces sociétés. Il est nécessaire de rappeler que l'accès à ces sources est parfois restreint ou soumis à des conditions strictes, ce qui explique en partie la persistance de mystères. Certaines archives, notamment privées, ne sont ouvertes que sous conditions ou restent encore à découvrir. Chaque déchiffrement ou découverte d'un nouveau manuscrit peut modifier la perception globale de l'histoire de ces sociétés. Différentes écoles d'interprétation utilisent ces documents pour élucider les intentions réelles des Illuminati ou des francs-maçons. Certains chercheurs privilégient une analyse rationnelle, centrée sur des objectifs politiques et sociaux, tandis que d'autres mettent en avant les dimensions symboliques ou spirituelles, soutenues par les contenus des rituels consignés. Cette diversité témoigne de la richesse des archives existantes. Des albums et recueils de gravures, souvent publiés lors des Lumières, exposent aussi des images servant à la compréhension de ces groupes. Parmi eux, des œuvres illustrent des cérémonies maçonniques ou des scènes évoquant des idéologies secrètes. Ces illustrations, bien que parfois stylisées, sont étudiées pour leurs détails précis et leur contexte historique, apportant une autre forme de preuve indirecte. La modernisation des techniques d'archivage numérique a permis de conserver et de diffuser ces documents plus largement. Des bibliothèques nationales européennes numérisent les registres anciens, donnant accès à un public élargi. Cela facilite l'analyse comparée entre différentes sources et invite à une approche plus objective des faits que ces sociétés ont parfois essayé de dissimuler. La recherche historique intègre aussi des témoignages oraux, lorsqu'ils sont disponibles, comme ceux de descendants de membres de loges ou de familles ayant conservé des archives privées. Ces témoignages complètent les données écrites en ajoutant une dimension humaine et sociale, soulignant comment ces sociétés secrètes ont pu influencer à des niveaux variés de la société sans toujours être visibles publiquement. L'étude des documents et archives anciennes sur les sociétés secrètes permet d'éviter les dérives de la fiction ou des théories conspirationnistes. En se concentrant sur des preuves matérielles, des chercheurs sérieux déconstruisent progressivement les mythes populaires. Cette approche rigoureuse valorise la recherche basée sur la méthode scientifique et la critique des sources. Ainsi, chacun des documents analysés constitue un maillon important pour comprendre l'histoire complexe des Illuminati, des francs-maçons et d'autres groupes occultes. Les archives viennent corroborer ou nuancer les récits transmis au fil du temps, offrant une vue plus juste et approfondie, loin des spéculations sensationnalistes. Ce travail minutieux invite à la prudence dans les interprétations. Les données historiques révèlent également que ces sociétés ont souvent évolué en réponse à des événements politiques majeurs, utilisant leur réseau pour diffuser idées ou protéger membres. Ceci est perceptible à travers les correspondances et comptes rendus conservés qui témoignent de stratégies adaptatives dans des périodes de répression ou d'essor politique. Ces éléments donnent une dimension stratégique aux archives consultées. Enfin, la confrontation des diverses sources anciennes garde son rôle primordial. C'est grâce à la recoupement rigoureux entre archives officielles, documents privés et travaux de recherche que la vérité historique progresse. Cette méthode garantit une reconstruction plus fiable,
fondée sur le terrain empirique en évitant les pièges d'une interprétation fantaisiste ou orientée. Dès lors, il devient possible de mieux appréhender la nature réelle des sociétés secrètes. Ces analyses montrent qu'elles ne se réduisent pas à des entités mystérieuses, mais correspondent à des phénomènes sociaux complexes, inscrits dans des contextes précis. L'étude des sources historiques approfondit ainsi notre regard critique et notre compréhension nuancée. Ce panorama exemplifie à quel point le travail documentaire est essentiel. C'est en poursuivant ces recherches et en découvrant encore de nouveaux documents que les savoirs sur ces groupes évolueront. La découverte d'archives méconnues ou l'apparition de témoignages inédits enrichissent constamment les perspectives historiques. Ainsi, la connaissance que nous avons aujourd'hui n'est qu'une étape dans un processus continu d'éclaircissement des mystères entourant les sociétés secrètes. Cette approche calme et méthodique invite à ne pas céder aux superstitions ni aux peurs infondées, mais à cultiver une attitude d'investigation ouverte. La vérité historique se construit pas à pas, en tenant compte de tous les éléments tangibles, documentés et vérifiables, plutôt qu'en s'appuyant sur des récits sensationnels. Ce cheminement se prolonge naturellement vers l'exploration des rituels et symboles, sujet de la suite de cette histoire fascinante. Conclusion. Paisible sur les mystères persistants. Le voile demeure intact sur bien des aspects liés aux sociétés secrètes, telles que les Illuminati, les francs-maçons et les diverses forces occultes. Au fil des siècles, ces groupes ont suscité une fascination mêlée à la méfiance, tant par leurs rituels énigmatiques que par l'influence supposée qu'ils exercent sur le cours de l'histoire. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que nombre de leurs mystères reposent autant sur des faits établis que sur des spéculations alimentées par le secret même qui les enveloppe. Les Illuminati, fondés officiellement au XVIIIe siècle, représentent l'exemple le plus célèbre d'une organisation cherchant initialement à promouvoir le rationalisme et la liberté de penser. Leur histoire documentée se limite à quelques années, mais leur mythe s'est étendu bien au-delà, prenant des formes diverses dans la culture populaire. L'absence de preuves tangibles concernant une continuité réelle de leurs activités nourrit une aura d'incertitude que personne ne peut dissiper complètement. De leur côté, les francs-maçons composent une fraternité beaucoup plus ancienne et diversifiée. Leurs loges, réparties dans de nombreux pays, ont toujours mis en avant des valeurs comme la tolérance, la solidarité et le développement personnel. Ces principes officialisés contrastent parfois avec les théories qui décrivent l'organisation comme une force occulte manipulant les pouvoirs politiques et économiques mondiaux. Il convient de distinguer clairement entre les rituels symboliques, souvent mal compris, et toute prétendue stratégie globale cachée derrière ces gestes. Quant aux forces occultes, elles embrassent un spectre beaucoup plus vaste, englobant diverses pratiques ésotériques, croyances mystiques et connaissances secrètes. Certains chercheurs choisissent de les aborder sous l'angle anthropologique ou culturel, soulignant leur rôle dans le développement spirituel ou social des groupes qui s'y adonnent. Tandis que d'autres insistent sur l'aspect strictement mythologique ou psychologique de ces phénomènes. Le mystère persiste quant à l'impact réel de ces sociétés sur les décisions majeures affectant les nations et les individus. Les archives officielles, même lorsqu'elles sont accessibles, ne suffisent pas toujours à établir des liens directs entre ces groupes et des événements précis. Le secret qui entoure leur fonctionnement contribue à entretenir une zone grise dans laquelle chacun est libre de croire ce qu'il souhaite, souvent influencé par des émotions et des récits plus que par des preuves solides. Il est aussi remarquable de noter que certains membres de ces sociétés ont joué un rôle non négligeable dans l'histoire, en particulier dans les domaines de la philosophie, de la politique, de l'art et des sciences. Cette réalité témoigne du fait que l'influence réelle, quand elle existe, est souvent le résultat de l'action individuelle plutôt que d'un complot organisé centralisé. Il faut alors considérer ces sociétés comme des réseaux humains complexes, comportant une multitude de motivations et d'objectifs,
parfois divergents. La perception à travers les âges a souvent oscillé entre admiration et crainte. Les récits popularisés dans la littérature, le cinéma et même les enquêtes journalistiques ont contribué à forger une image ambiguë, souvent empreinte d'exagération. Tandis que le désir d'éclaircir ces mystères s'intensifie, il reste également un besoin de prudence dans l'interprétation des données, afin de ne pas confondre faits avérés et hypothèses non démontrées. L'histoire de ces sociétés secrètes questionne également notre rapport au savoir et à la vérité. Leur existence même évoque un paradoxe, une quête de lumière, de connaissances cachées derrière un voile d'ombre. Cette dualité illustre combien la nature humaine oscille entre la transparence et l'opacité, entre exposition et secret. Ce dernier refuge protège parfois les idées, les traditions ou les identités, tout en suscitant une méfiance légitime à l'égard de ce qui échappe au contrôle. En définitive, ce qui demeure intangible dans l'étude des Illuminati, des francs-maçons et des forces occultes, c'est leur faculté à incarner un mystère ouvert. Plutôt que de chercher à percer à tout prix ces énigmes, il peut être plus enrichissant d'accueillir l'incertitude comme une invitation à la réflexion posée. Cette attitude calme permet d'aborder les récits historiques et les légendes avec un esprit critique, mais également apaisé, libéré de l'urgence de la vérité absolue. Il est enfin important de souligner que ces sociétés, malgré leur réputation, n'ont jamais eu le monopole de l'influence ou du savoir caché. Elles coexistent avec de nombreux autres courants et mouvements, tout aussi complexes et mystérieux. L'étude pacifiée de ces phénomènes ouvre des perspectives sur la diversité des formes d'organisation humaine, sur la manière dont le secret peut se déployer et sur les façons dont les hommes donnent sens à leur monde. Dans cette lumière, laissons-nous emporter doucement vers d'autres horizons de connaissances et de questionnements, sans précipitation ni jugement hâtif. Laissons le calme guider nos pensées, alors que nous poursuivons le voyage au cœur des énigmes anciennes, prêts à accueillir la prochaine histoire avec sérénité et curiosité renouvelée.